En Somalie, une attaque terroriste a visé un hôtel au centre de la capitale Mogadiscio. L'opération est revendiquée par les islamistes Shebab, réputés très dangereux dans leurs assauts. En Éthiopie, le président de la région du Tigré donne signe de vie. Dans un enregistrement audio diffusé ce week-end, le dirigeant déchu appelle les Tigréens à la lutte armée. Et puis au Nigeria, les nouveaux chefs de l'armée au contact des troupes, les nouveaux généraux nommés par le président Buhari ont visité un centre de commandement de Maïdougouri au nord-est du pays. Objectif, rassurer. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. Et en bref et en image pour ouvrir ce journal, un coup d'État a été perpétré ce lundi en Birmanie par la puissante armée qui a arrêté la chef de facto du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, proclamé aussi l'état d'urgence dans un an et placé les généraux, ses principaux généraux, à des postes stratégiques. Ce push immédiatement condamné par plusieurs capitales étrangères est nécessaire pour préserver la stabilité de l'État, ont fait savoir les militaires qui ont promis dans un communiqué publié sur Facebook de nouvelles élections libres et équitables une fois l'état d'urgence d'un an sera levé. Ils accusent notamment la commission électorale de ne pas avoir remédié aux énormes irrégularités qui ont eu lieu, selon eux, lors des législatives de novembre remportées massivement par la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi au pouvoir depuis les élections de 2015. La prix Nobel de la paix a été d'ailleurs arrêté tôt dans la matinée, ainsi que le président de la République et d'autres responsables du parti sont détenus à la capitale du pays d'après les sources. Et alors que les rumeurs de coup d'État se renforçaient ces derniers jours, Aung San Suu Kyi avait laissé un message à la population diffusé ce lundi par le président de son parti sur les réseaux sociaux dans lequel elle exhorte les Birmans à ne pas accepter ce push. L'armée tente de replonger le pays sous la dictature militaire en négligeant la pandémie de coronavirus qui frappe de plein fouet la Birmanie, a-t-elle écrit d'après cette déclaration, demandant notamment à la population de réagir à l'unanimité. Un hôtel au centre de Mogadiscio a été visé par une attaque terroriste ce dimanche. Elle a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab. C'est une voiture piégée qui a dans un premier temps explosé selon les témoignages. D'autres témoins ont confirmé qu'une importante explosion a eu lieu, suivie de fumée, après qu'une voiture roulant à grande vitesse a percuté l'entrée d'un hôtel et avant le début de coups de feu. Les Shebab ont revendiqué l'attaque dans un bref communiqué. Les Moudjahidines participent à une opération en cours à l'intérieur de l'hôtel Afrique où des membres des apostats sont postés, ont-ils déclaré sur un site internet pro-Shebab. La Somalie a plongé dans le chaos depuis la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivi d'une guerre de chefs de clans et de la montée en puissance des Shebab. Ces derniers ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'Union africaine qui soutiennent le gouvernement somalien. Ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations. La Somalie devait tenir des élections présidentielles et législatives avant le 8 février. Mais ce processus s'est embourbé dans les désaccords entre le gouvernement fédéral de Mogadiscio, soutenu par la communauté internationale, et les États régionaux somaliens. Un média tigréen en ligne a diffusé ce week-end un enregistrement audio attribué au président déchu de la région éthiopienne du Tigré, renversé par l'armée fédérale en novembre, un message dans lequel il appelle notamment les Tigréens à la lutte armée. S'il est authentique, c'est la première déclaration publique en près de 2 mois pour le président déchu, en fuite depuis la prise de la capitale régionale Mekele par les troupes éthiopiennes le 28 novembre. Dans cet enregistrement audio d'une vingtaine de minutes diffusé samedi soir via Tigray Media House, média tigréen en ligne hébergé aux États-Unis, l'homme présenté comme Gebre Michael affirme s'exprimer depuis la terre tigréenne où le noyau de la résistance contre l'invasion s'organise. Je vous appelle, où que vous soyez, à vous organiser, à combattre, à faire en sorte que ceux qui ont atteint l'âge d'aller au combat le fassent et ainsi réduire la durée de vie de l'ennemi. Lance-t-il aux Tigréens 6% de la population éthiopienne. Prix Nobel de la paix 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire contre les forces de front de libération du peuple du Tigré, TPLF, parti qui dirigeait la région et défiait l'autorité du pouvoir fédéral depuis des mois.
Il admet la domination militaire temporaire des forces fédérales, mais réaffirme qu'elle repose sur le soutien d'armées extérieures, dont celle de l'Érythrée voisine. Une présence niée par l'Éthiopie malgré de nombreux témoignages en ce sens. Les autorités éthiopiennes ont proclamé la fin du conflit le 28 novembre et décrit les combats postérieurs comme des opérations mineures de traque des ex-dirigeants tigréens dont le leader en exil en niant la capacité du TPFL à mener une insurrection armée. La mission de l'ONU en Libye a dévoilé la liste des candidats au futur conseil présidentiel intérimaire et au poste de Premier ministre. Le gouvernement de transition devrait être nommé la semaine prochaine en Suisse avant la tenue des élections générales prévues en décembre 2021. Les détails. Les participants au dialogue politique interlibyen entamé en novembre sous l'égide de l'ONU se réuniront du 1er au 5 février en Suisse pour voter sur la composition du Conseil de la présidence qui serait formé de 3 membres et d'un Premier ministre assisté de 2 adjoints selon l'ONU. Ce Conseil transitoire devra réunifier les institutions de l'État et assurer la sécurité jusqu'aux élections du 24 décembre selon la même source. La liste comprend 45 noms dont 3 femmes seulement, parmi lesquels des poids lourds de la politique locale, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, les 2 grandes régions qui se disputent le pouvoir, mais aussi dans le sud. À commencer par le puissant ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, candidat au poste de Premier ministre. Très respecté dans son fief, la ville côtière de Misrata, son nom était souvent cité parmi les successeurs potentiels de l'actuel Premier ministre Fayez al-Sarraj. La relation entre les 2 hommes est décrite comme conflictuelle. À l'est figure parmi les candidats les plus notables le président du Parlement de Tobrouk, un discret juriste issu d'une influente tribu de la province orientale. La Libye est plongée dans le chaos depuis 2011. 2 autorités s'y disputent le pouvoir, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et un pouvoir parallèle à l'Est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. En Gambie, le président Adama Barrow a lancé le Parti national des peuples, son parti politique. C'était au stade de l'indépendance à Bako, une initiative en vue de la présidentielle prochaine. Le président gambien Adama Barrow a officiellement lancé le National People Party, le Parti national des peuples, le 30 janvier dernier. Objectif, se préparer pour la présidentielle de décembre 2021. Le président affirme que son parti, créé depuis décembre 2019, est celui de toutes les catégories et qu'il est fondé sur la notion de véritable citoyenneté démocratique et patriotique. Même si Adama Barrow, à la tête de la Gambie depuis janvier 2017, n'a pas évoqué directement sa candidature à la présidentielle, celle-ci ne ferait aucun doute dans son pays. Rappelons qu'en décembre 2016, il avait remporté la présidentielle et mis fin au régime de l'ancien président Yahya Jammeh, alors forcé à l'exil. Le tout nouveau président gambien avait pris à l'époque l'engagement de céder la place au bout de 3 ans et d'organiser une nouvelle élection à laquelle il ne se présenterait pas. Une promesse que Adama Barrow n'a pas tenue. Ce manquement à son engagement initial avait alors provoqué en décembre 2019 et en janvier 2020 des manifestations marquées par des affrontements, voire des décès, d'après des responsables d'hôpitaux. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a appelé le régulateur national des médias à régler ses différends avec la presse. Plusieurs organes ont été sanctionnés après la crise liée aux élections de 2015. Reportage. Plusieurs radios indépendantes avaient été violemment fermées par les forces de l'ordre en 2015. Les émissions en Kirundi, langue nationale burundaise, des radios internationales BBC et VOA avaient aussi été suspendues. Depuis, des dizaines de journalistes burundais ont fui en exil, notamment au Rwanda, d'où ils continuent d'émettre des journaux sur les réseaux sociaux en direction du Burundi. Dans une adresse solennelle à l'intention des responsables des médias burundais publics et privés, ainsi que des porte-paroles des institutions publiques, le président Evariste Ndayishimiye s'est voulu clair. Il y a des médias qui ont été sanctionnés. Je demande au CNC, le régulateur des médias, de s'asseoir avec ces médias et de trouver des solutions à ces différends pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Un message favorablement accueilli par tous, en l'occurrence les premiers concernés. Nous saluons l'annonce du chef de l'État, du moins s'il est sincère, a réagi le directeur de la radio publique africaine accusé d'être farouchement opposé au pouvoir par les responsables burundais. Il craint toutefois un coup diplomatique visant à berner l'Union européenne pour qu'elle lève ses sanctions.
Le Burundi occupe la 160e place sur 180 au dernier classement 2020 de la liberté de la presse établi par RSF, Reporters sans frontières. Les nouveaux chefs de l'armée au Nigeria visitent un centre de commandement militaire dans la ville de Maïdougouri, au nord-est du pays. Une visite au cours de laquelle le nouveau chef d'état-major a voulu rassurer la troupe et les populations. Une visite du terrain pour les nouveaux chefs de l'armée nigériane. Et pour cette descente, la localité choisie n'est pas anodine. Maïdougouri est en effet l'une des régions dans lesquelles les terroristes font fureur. Le chef d'état-major dit d'ailleurs être venu aux nouvelles. Pour avoir un briefing détaillé des commandants de niveau ainsi que des différents commandants de compagnie et pour voir les changements que nous allons apporter afin de garantir comment le carnage que Boko Haram a infligé à la population prendra fin. Je me suis occupé des questions de sécurité dans le Nord-Est et en particulier dans l'État de Borno en ce qui concerne les actions de nos officiers et soldats en gagnant des salutations ou quelque chose de nécessaire pour donner un certain recentrage. De quoi donner peut-être un espoir aux populations quant à une lutte plus efficace contre le terrorisme. Le nouveau chef d'état-major les y exhorte. Aux citoyens de Borno et de tout le Nord-Est de nous donner une chance, de donner à la vérité une chance de faire ce qui est le plus nécessaire pour qu'ils aient un nouveau souffle de vie, pour qu'ils puissent s'engager dans des activités socio-économiques. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.